Bienvenue au 19h45. Voici les titres du journal. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ce sera du 9 janvier au 6 février 2022. C'est l'une des résolutions prises lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football tenue ce 30 mars par visioconférence. Et toujours dans l'actualité, Laurent Gbagbo respire enfin l'air de la liberté. Il a été acquitté hier par la Cour pénale internationale aux côtés de son ex-ministre et fidèle compagnon de lutte, Charles Blé Goudi. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Si je vous dis le carrefour Ndokoti à 20h, forcément vous allez me répondre embouteillage. Eh bien, vous avez raison, à cette heure de la journée, il est quasiment impossible de circuler. Le bouchon est grand, que l'on soit du côté du palais de justice ou alors du côté du collège IPD de l'Institut panafricain du développement. La situation est la même. Charles Fils Elanguet s'est baladé dans les embouteillages et les dédales du carrefour Ndokoti à Douala. Voici son reportage. Ndokoti, carrefour mythique de la ville de Douala, principal label du 3e arrondissement, fait sa dive à ce jour. Bien connu pour ses géants embouteillages, à cette heure de la journée, c'est le contraire qui aurait surpris les habitués de ce point qui rallie les quatre coins de la capitale économique. Mototaxi, taximan, personnel, camionneurs et piétons, chacun essaye ici de se frayer un chemin, histoire de gagner son domicile, puisque nous sommes à l'heure de la sortie du boulot pour certains, mais pour d'autres, surtout pour ceux habitués à ce tronçon, sont obligés de vivre tous les jours de la semaine, sans compter ici sur les conséquences qui peuvent survenir. L'absence de la police censée réguler la circulation ici est aussi un fait. Mais la question sur les raisons de ces nombreux embouteillages à cet endroit précis de la capitale économique est devenue une véritable problématique, mais surtout paradoxale quand on sait que plusieurs voies de contournement sont mises à la disposition des usagers. Il est donc fort probable que la question soit orientée sur le civisme de ces usagers qui a visiblement foutu le camp. Un autre endroit et le constat est le même, c'est un haro général qui retentit pour le désordre urbain dans la localité de Loum, département du Mungo. L'autorité administrative de cette ville a décidé de prendre le taureau par les cornes. Janine Yonta. La ville de Loum, dans le département du Mungo, est complètement plongée dans les dédales du désordre urbain, les nuisances sonores et de l'insalubrité de plus en plus grandissantes dans la ville. C'est fort de ce constat qu'une réunion de sensibilisation s'est tenue avec autour de la table les acteurs majeurs de tous les secteurs d'activité de la ville, avec en bonne place le maire Guy Wambo. Également qu'il y ait des distanciations pour les bars. Nous voulons par exemple qu'aux abords des écoles, que les gens ne font plus des bars, des salles de jeu. Parce qu'aujourd'hui nos enfants sont complètement désorientés avec cette façon de faire. Donc nous voulons à partir de cette réunion dire qu'il faut que ça soit un départ. Le problème de nuisance sonore au Carrefour, c'est grave. Au Carrefour, c'est devenu n'importe quoi. Les gens ouvrent ferment à n'importe quelle heure. Et c'est l'occasion pour les bandits de s'abriter là-bas et attendre l'heure opportune pour aller faire les opérations et revenir encore là-bas. Dorénavant, la décision que nous avons prise avec l'effort de M. de l'autre, avec M. le sous-préfet, c'est d'assainir le secteur. Une opération d'assainissement de l'espace urbain de la ville est annoncée et s'étalera sur 2 ans et est destinée pour 30 quartiers. Nous avons assez supporté certaines choses et nous souhaitons qu'ils retiennent que la loi qui a fait l'objet de plusieurs explications par les sectoriels et par les juristes, par moi-même, que cette loi au sens large concernant les règles ou alors le respect des règles de l'urbanisme, de la salubrité publique, que cette loi-là sera respectée d'ici peu. À partir d'aujourd'hui, essayer de dire aux uns et aux autres qu'il doit y a une période pour sensibiliser et également maintenant il y a une période pour passer à l'action. Les principaux concernés promettent de faire des efforts pour réguler leur secteur. En ce qui concerne également la nuisance sonore, je pense que ça revient à nous les mamans de voir comment organiser pour que nos DJ et tous ceux qui font dans le domaine puissent revoir les manières de jouer dans les bars pour que ça ne nuise pas les populations. Le processus d'embellissement de la ville de Loum est donc en marche.
L'avenir nous dira si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Dans le département de la Sanaga-Maritime, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, était en visite de travail dans la ville de Dédéa. Et au cours de cette visite, il a profité de cette visite pour apprécier les infrastructures installées au sein de cette localité, la Cité Lumière. Reportage. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, dans le cadre de sa visite de travail dans la région du littoral, a effectué durant son périple administratif une visite au centre multifonctionnel de promotion des jeunes Dédéa ici à Ekité, où il a été accueilli par le corps administratif de la ville Lumière, notamment le préfet du département de la Sanaga-Maritime, le sous-préfet de l'arrondissement Dédéa 2e, le sous-préfet de l'arrondissement Dédéa 1er et le maire de la ville et les maires des deux arrondissements Dédéa 1 et 2. Arrivé à 17h comme prévu dans le programme, le MINFOPRA a eu droit à un accueil chaleureux, suivi de l'exécution de l'hymne national, puis une visite guidée des installations du centre multifonctionnel dont la directrice n'a pas hésité à faire une présentation brève de cette institution dont elle a la charge et qui a pour vocation principale offrir à la jeunesse une capacité à travers les différents modules de formation qui font sa particularité. Car, comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le MINIJEC, mon frère, Mounona Fouchou, a bien voulu mettre à notre disposition, dans le cadre de notre partenariat, tous les 434 centres multifonctionnels qu'il y a dans le pays. Parce que ces centres sont dotés d'outils informatiques, avec Internet pour certains et peut-être pas pour d'autres. Alors, à partir de ces centres, nous voulons expérimenter la déconcentration des épreuves orales de concours administratifs. Nous avons commencé l'année dernière dans nos délégations régionales du MINFOPRA et maintenant nous voulons aller plus loin. Étant donné que le MINFOPRA n'a pas encore de délégation départementale, nous utilisons les centres qu'il y a dans les chefs-lieux de département. Et c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés ici à Dédéa. Nous constatons que les équipements sont là. Il manque peut-être quelques accessoires que nous pourrons apporter. Et je crois pouvoir dire que dès que nous allons lancer la saison des concours, nous allons publier la liste des centres départementaux où les épreuves orales peuvent être faites. Et je dis pour l'instant que Dédéa sera retenu dans cette liste. Parce que nous constatons que les équipements sont là. Il n'y a pas de gros soucis. CMPJ, un vivier sur lequel on devra compter pour l'entrepreneuriat de demain, chose qui illustre bien l'importance de cet arrêt obligatoire du MINFOPRA à ces lieux. Et à Bafoussam, le conseil municipal de la commune de Bafoussam 1er s'est tenu pendant 2 jours dans la salle des actes de la dite commune avec en point d'orgue l'adoption et l'examen du compte administratif et financier pour l'exercice 2020. Hébert Kouamou, depuis Bafoussam. Sur une prévision budgétaire au cours de l'exercice 2020 de 1 633 541 600 francs CFA, le compte administratif de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er pour le dit exercice se chiffre en recette à la somme de 921 850 530 francs CFA, soit un taux d'exécution de 58,15%, et en dépenses à la somme de 843 233 000 francs CFA. Il en découle un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 78 572 480 francs CFA. Ce que nous avions fait, c'est sur la base des impôts que vous avez payés. Et pour que davantage cette année, nous continuions, vous devez vous acquitter de vos impôts rapidement. Surtout que le conseil municipal de Bafoussam 1er a fait un effort terrible de prendre des délibérations visant à faire que quelqu'un ne paye que ce qu'il devrait payer, pas au-delà de ce qu'il devrait payer. C'est ce que le conseil municipal que je préside a décidé dans une délibération aujourd'hui. Et je crois, après le paiement des impôts, vous êtes en droit de réclamer ce qu'on a fait avec votre argent. Ce compte administratif a été adopté à l'unanimité des conseillers municipaux après 2 jours d'examen des documents soumis par l'exécutif et une descente sur le terrain à l'effet de s'assurer
de l'effectivité des réalisations faites par l'exécutif municipal au cours de l'année 2020 dans les domaines de l'électrification rurale, de l'éducation, de la santé, du reprofilage des routes rurales, pour ne citer que cela. Nous sommes sur le terrain pour la réalisation de M. le maire pour cette année. Actuellement, nous avions fait toute la tournée dans la commune. Nous avions eu à voir toutes les réalisations dont M. le maire a pu faire. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc, actuellement, pour voter notre compte administratif sans problème. Le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er saisit l'occasion pour inviter les contribuables de son territoire de compétence à continuer à payer leurs impôts et taxes afin de permettre à la commune de mettre en œuvre son plan de campagne 2021. Satisfait du déroulement des travaux, David Koulbout Aman, autorité de tutelle et par ailleurs préfet du département de la MIFI, a exhorté l'exécutif et l'organe délibérant a toujours œuvré pour le bien-être des populations. Certains d'entre vous sûrement ont déjà entendu parler du poisson d'avril et peut-être même que vous avez reçu beaucoup d'informations aujourd'hui qui n'étaient pas avérées. Le poisson d'avril est un jeu auquel beaucoup de Camerounais s'adonnent à cœur joie. Vous pouvez également le vérifier dans cet élément. Monsieur le maire, ce matin, il y a une fille là que j'aimais bien, mais qu'elle s'est mariée aujourd'hui. J'ai cru jusqu'à ce que je me rende compte le 1er avril. Mais ça va, ça a été quand même la blague et bien passé, c'était amusant la mariée, mais c'était quand même fun en fait en tout cas. Non, ce décès, ça c'est une blague de mauvais goût. Je ne prends pas qu'on blague avec un décès. C'est vrai que nous sommes tous mortels, mais à la fin de la journée, le poisson de la vie, c'est pour le fun en fait. C'est pour donner une ambiance de bonne humeur d'un nouveau mois. C'est pas pour amener des ambiances finesques en fait en même temps. Hein. Donc celui qui blague avec le décès de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi c'est le cas, mais c'est quand même une bonne journée pour s'amuser jusqu'à ce qu'une personne déclare que peut-être un mariage fini ou un truc de ce genre, tu vois un peu le truc, non? Mais en dehors de ça, le 1er avril, c'est pas mauvais du tout en tout cas. Pour moi, c'est pas mauvais. Il est positif dans le sens où il faut rigoler de temps en temps. Le 1er avril, c'est une date assez mythique, la date du bluff. L'arnaque, tout est permis ce jour-là, quoi. Et voilà, mais personnellement, j'ai jamais été victime d'une arnaque du 1er avril. Enfin, moi, je positif toujours dans la vie. Hein. Un événement comme le 1er avril, c'est important. Avec la période déjà de la pandémie, tout le monde est triste. Il faut souvent des fois rigoler. À mes souvenirs, je crois oui. Mais ça date quand même. C'est vrai que c'est plus d'actualité comme avant, c'est plus trop chaud comme au début, quand ça venait de commencer. Donc il y en a qui ont été victimes et qui n'ont pas bien pris. Donc, par exemple, on t'annonce le décès d'une personne et la personne lui-même t'annonce son propre décès par un autre compte, tu vois. Et le lendemain, il t'écrit avec son ancien compte, il te dit que c'est le poisson d'avril. Franchement, c'est quelque chose de... C'est bizarre, c'est un jeu bizarre. Donc c'est ça. Ça dépend du contexte. Pour ceux qui aiment faire les blagues entre amis, c'est bien. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas. Donc, si on te dit poisson d'avril et on te dit que la pandémie est finie, tu vois. Tu vas prendre ça de mauvais goût parce que tu es en train de vivre quelque chose d'inacceptable. Donc ça dépend des gens qui aiment bien les blagues et d'autres n'aiment pas. Donc, ça, on n'aime pas les blagues. Donc poisson d'avril chez moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais j'aime bien faire ça aux gens, vu que moi je suis un média et il faut bien animer aussi les internautes, les followers, tout ça. Donc on n'aime pas, mais on est forcé de le faire. C'est tout. Mesdames, Messieurs, parlons de santé à présent. 15 ambulances pour renforcer le système de santé au Cameroun. Cela est le fruit de la coopération entre le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Santé publique au Cameroun. Le reportage est signé de Armand Brice-Ngomon et Bertrand Angoula, nos correspondants depuis Yaoundé. Un acte de transfert de dons signés entre le représentant résident du PNUD et le ministre de la Santé publique et la remise symbolique d'un lot de 15 ambulances de type C médicalisées est effective. Cet appui du PNUD tombe à point nommé au moment où la seconde vague de contamination continue d'entraîner une augmentation du nombre de cas positifs au Cameroun.
Le don vise l'amélioration de la prise en charge des cas de Covid-19 dans 10 formations sanitaires des 10 régions du pays et la protection du personnel qui œuvre en première ligne. Nous sommes en train de progresser dans la mise en œuvre du plan de la riposte. Vous savez très bien que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, lorsque ce nouveau coronavirus est arrivé, personne ne l'attendait. Mais nous pensons, éthiquement peut-être c'est pas correct, mais nous pensons que nous devons profiter de ce coronavirus pour miser davantage sur le durable, sur le renforcement de nos systèmes de santé, pour qu'au sortir de cette épidémie, que nous soyons en mesure d'avoir un plateau technique à se relever, d'avoir des ressources humaines bien formées et d'avoir un certain nombre de choses qu'on n'avait pas avant. Le gouvernement camerounais s'est doté d'un programme multisectoriel visant à atténuer les impacts de la Covid-19. Sa mise en œuvre nécessite l'implication de divers partenaires, dont ceux du système des Nations Unies. Le don de cet équipement, ce gouvernement camerounais inscrit du ministère de la Santé. La valeur ajoutée de cet appui est une mise à disposition des moyens d'oxygénothérapie qui permettront de prendre en charge tout cas de détresse respiratoire nécessitant un apport d'oxygène supplémentaire. Cela ne couvre pas seulement la Covid-19, mais peut aussi bénéficier à des patients souffrant de paludisme sévère, d'hémorragie, d'anémie ou de toute maladie cardio-respiratoire nécessitant une oxygénothérapie. Mesdames, Messieurs, restons toujours à Yaoundé où le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, siffle enfin la fin de la récréation au sein des bonbons pasteurs. Cette note semble réjouir beaucoup de Camerounais. Il a d'ailleurs sorti un communiqué officiel qu'il a adressé à tous les gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Nos reporters Jean-Oscar Libot et Mohamed Soubadeu ont mené l'enquête pour nous. Voici les reportages. La Bible ne dit pas quelque part de ne pas porter le masque. Suite à la note du ministre de l'administration territoriale en date du 24 mars dernier au gouverneur des régions du Cameroun, a fermé systématiquement les églises dites de réveil qui prieraient dans leur prêche à pousser leurs fidèles à ne pas respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Des voix se sont levées pour penser que cette note divine était fortement attendue pour enfin séparer le bon gré du livret. Si le gouvernement prend des résolutions afin de maîtriser un tout petit peu la pandémie, c'est vraiment bien. Et je pense qu'il est mieux de se soumettre à nos autorités pour que toutes les mesures qu'ils prennent puissent porter des fruits dans le cadre de préserver les vies de la population camerounaise. Oui, je suis de même avis que le ministre, parce que les églises réveillées, même parfois, tu n'arrives même pas à dormir. Non seulement les mauvais conseils qu'ils donnent à leurs fidèles. Bon, moi, je suis pour le ministre. Vu les mesures que le gouvernement a prises, je pense que c'est valable. Pourquoi? Parce que si les églises vraiment ne respectent pas les mesures barrières, la maladie va se propager. Et ça fait en sorte qu'il y aura plus de contamination. Et je pense que vraiment le gouvernement a pris qu'ils doivent être stricts dans cette décision. L'interprétation hasardée des textes bibliques sera à la base des dérives de la prêche des bonbons pasteurs. Le baptême, je dis bien que certains baptisés, en réalité, n'ont rien ressenti quand on les a trempés dans l'eau. Je ne sais pas quelle eau. Celui qui baptise, le baptiseur, il y en a qui croient avoir donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui n'ont rien à voir avec ni le Saint-Esprit, ni le Père, ni Jésus-Christ. Et par conséquent, ils sont dans l'illusion. Certains hommes de Dieu, se fiant à ce qu'ils ont lu dans la Bible, se disent donc que même si la Covid-19 les atteint, ça va glisser sur eux comme sur le dos d'un canard. Or, c'est une grande illusion. Les mesures barrières de la lutte contre la propagation de la Covid-19 gagneraient, selon l'apôtre Jean-Claude Dissolo, à s'ouvrir sur les chercheurs du pays avant que les grandes puissances ne nous spolient encore nos connaissances. Nous devons fédérer les énergies. Voilà Cléda et Payou Dissamba et bien d'autres. En un an,
nous aurions pu récolter beaucoup de milliards, y compris chez les Blancs. Mais quand nous traînons, il y a de fortes chances que les mêmes Blancs, puisque le problème c'est quoi? Il suffirait de prendre la recette de Monseigneur Cléda, pendant que tous nous tournons en rond dans notre mollesse, voilà que les mêmes Blancs, d'ici quelques mois, peuvent nous revendre le produit de Monseigneur Cléda. Peut-être qu'on ne le savait pas. Donc il faut profiter de cette occasion, une occasion en or, où nous découvrons beaucoup de choses longtemps avant les Blancs. Et c'était l'occasion de nous imposer. Mais si ça traîne, les mêmes Blancs vont réétudier nos propositions. Tout compte fait, la réalité est que la Covid-19 continue à faire des victimes dans le monde et le Cameroun avec. Il ne faut pas envoyer les gens au suicide. Même avant de revenir. Avril 2021, le Triduum pascal, qui est une période qui englobe la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jean-Jamais Yedna, Patrice Foucault. Le Triduum pascal est une période de 3 jours pendant laquelle l'Église du monde entier célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La dite période s'étend de la messe vespérale du jeudi saint au vêpres du dimanche de Pâques, une commémoration qui interpelle la communauté chrétienne tout entière à une prise de conscience. Une invite à chaque fidèle chrétien, toute obédience religieuse confondue, à faire une introspection de la manière de vivre avec le Seigneur et Sauveur. La semaine sainte, la Mère Église nous interpelle pour une prise de conscience. Et si cette manière n'est pas profitable à leurs contemporains, qu'ils prennent la résolution de faire une conversion radicale afin que, à travers leur manière d'être, que le Seigneur soit glorifié, parce que pendant la semaine sainte, ils sont utilisés comme les instruments du Seigneur. Donc la semaine sainte est une semaine où la Mère Église appelle tout chrétien baptisé à une introspection en vue d'une conversion de mentalité. Voilà, je me suis retrouvé. Les ouailles qui ont pris part à l'Eucharistie de ce jeudi saint ont vu lors de la dernière scène Jésus-Christ qui a offert son corps et son sang en nourriture spirituelle à ses apôtres. Une célébration du jeudi saint qui fait mémoire au lavage des pieds, où le Christ est venu pour se faire serviteur et d'offrir sa vie à ces créatures qui préparent le vendredi saint. Le dossier de ce soir est consacré à l'affaire Laurent Gbagbo. L'ex-président de la Côte d'Ivoire respire enfin l'air de la liberté après une procédure judiciaire qui aura duré plus d'une décennie. Reportage. Laurent Gbagbo, homme politique, historien de formation, fonde le Front populaire ivoirien en 1982. C'est sous son étiquette qu'il est élu président de la République le 22 octobre 2000 face au général Robert Guéhi avec 59,36% des voix. Il se représente en 2010 et est face à Alassane Ouattara. Ce dernier est proclamé président le 2 décembre avec 54% des voix. Chiffre invalidé par le Conseil constitutionnel. Laurent Gbagbo refuse de quitter son poste et sera arrêté par les forces de son rival. Depuis le 30 novembre 2011, il est inculpé par la Cour pénale internationale. Le 15 janvier 2019, la Chambre d'appel de la CPI confirme l'acquittement de l'ex-président et celui de son ancien ministre Charles Blé Goudé, prononcé en première instance. Et cette même Cour pénale internationale CPI a confirmé ce mercredi 31 mars l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé, ex-chef du gouvernement des jeunes patriotes, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. À la majorité, la Chambre d'appel rejette l'appel du procureur
et confirme la décision de la Chambre de première instance. Accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, les 2 hommes ont toujours clamé leur innocence pour ces faits qui auraient été commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, violences nées du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire à la présidentielle de son rival Alassane Ouattara. Et pourtant, tout aurait été tenté du côté de la CPI. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, avait interjeté appel en décembre 2019, 8 mois après l'acquittement, souhaitait un nouveau procès. Pour la chef de la CPI, les juges avaient acquitté les 2 hommes sans formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve clairement d'acquittement de Laurent Gbagbo depuis plus de 20 ans, dont celle liée à la dernière présidentielle d'octobre 2020, remportée par Alassane Ouattara, qui se représentait pour un 3e mandat controversé. Durant cette présidentielle, près de 100 personnes ont perdu la vie. Président de 2000 à 2010, Laurent Gbagbo demeure populaire en Côte d'Ivoire et même au-delà. Laurent Gbagbo est donc libre, ce n'est plus un secret de polichinelle. C'est un homme qui, depuis le début de sa carrière politique, a su braver les difficultés. Le portrait de l'homme politique et surtout de l'historien, c'est avec John Peter Carr. Le champagne. C'est sans doute l'une des personnalités les plus appréciées en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Laurent Gbagbo, puisqu'il s'agit de lui, est né un 31 mai 1945 à Gagnois, un véritable homme de terrain, mais surtout de prison. Son histoire en dit long sur l'homme. Après ses études primaires à Agboville, où son père travaille, il obtient son baccalauréat au lycée classique à Cocody en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan, chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain en abrégé IH3A à partir de 1974. Il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. Il soutient enfin en juin 1979 une thèse de docteur d'université en histoire intitulée les ressorts sociaux et économiques de la politique ivoirienne. En politique justement, Laurent Gbagbo fait parler sa fibre syndicaliste. Membre du syndicat national de la recherche et de l'enseignement en abrégé SINARES, il est emprisonné à Séguéla et Bouaké de mars 1971 à janvier 1973. Ainsi débute un long fleuve tumultueux d'arrestations. Devenu directeur de l'IH3A en 1980, il se révèle lors des manifestations étudiantes du 9 février 1982 qui provoque la fermeture des universités et des grandes écoles. C'est durant cette année que naît dans la clandestinité le futur Front populaire ivoirien en abrégé FPI. Parti en exil en France en 1985, il revient en 1988 et devient à partir de 1990 le tout premier opposant dans le pays qui n'était pas démocratique. Il n'est en ce moment que le secrétaire général de son parti. Élu dans sa ville natale de Ouaragio, il est à nouveau condamné 2 ans de prison en mars 1992 par l'ancien premier ministre de l'époque Alassane Ouattara pour des manifestations d'étudiants. Et puis après, le 26 octobre 2000, c'est la consécration. Laurent Gbagbo est élu président de la République jusqu'au 11 avril 2011. Un mandat marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire. À l'issue de l'élection présidentielle de 2010, il est donné battu par Alassane Ouattara par la commission électorale indépendante, mais est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il refuse de quitter le pouvoir, ce qui entraîne une crise politico-militaire de plusieurs mois, alors que la victoire de son adversaire est reconnue par la quasi-totalité de la communauté internationale. Il est finalement arrêté le 11 avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, incarcéré par la suite auprès de la Cour pénale internationale à La Haye, et la suite de l'histoire, nous la connaissons tous. Pour être tout à fait complet avec ce dossier sur Laurent Gbagbo, sur son acquittement aux côtés de Charles Blé Goudé, nous sommes allés à la rencontre de quelques hommes politiques de la cité économique Douala. Voici ce qu'ils en pensent. C'est vrai qu'il a été incriminé pour des crimes soi-disant contre l'humanité. Et aujourd'hui, la preuve a été faite que ça a été des accusations qui ne pouvaient pas être justifiées. Et donc, du coup, il se trouve qu'aujourd'hui, il a été blanchi. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Avec ce verdict,
les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire vont devoir intégrer cette nouvelle dimension qui va être acquise par Laurent Gbagbo. Parce que être sorti de la CPI avec ce verdict va forcément, j'allais dire, reconstruire cette personnalité et ce personnage, et va, quelque part, je le crois, agrandir ou grandir son côté charismatique et sa popularité. Donc forcément, les acteurs politiques en place, comme un partenaire de la construction du pays, Laurent Gbagbo. Évidemment, il va le craindre parce que quand on a en face de soi un homme politique de cette trempe, on peut redouter qu'il soit gênant. Mais en même temps, la capacité des grands hommes, c'est de pouvoir associer tous ceux qui peuvent apporter la paix, la sérénité, et les jeux vont être rejoués. Nous espérons simplement que la démocratie à l'africaine va permettre que les choses retrouvent le bon ordre et que la Côte d'Ivoire vive en paix. La nouvelle en ce qui concerne la libération, l'acquittement de nos frères, Laurent Gbagbo, c'est un papa pour nous, et notre frère, notre aîné au nom de Blé Goudé, un grand leader en Côte d'Ivoire, qui a essayé de rassembler le peuple ivoirien en son temps. Donc c'est une très bonne nouvelle, malgré qu'ils ont passé 10 années, près de 11 ans de prison. C'était un gâchis pour l'Afrique. Mais là, parce que tout ce qui se passe tout autour de la CPI, ça concerne seulement les Africains. En les libérant même, ça a changé déjà. Donc ça a changé quelque chose. Maintenant, le plus dur reste à venir parce que les deux doivent réconcilier. Ils sont vraiment divisés. Il faudrait que ces gens reprennent le bâton des leaders pour qu'il y ait réconciliation. Parce que ce qu'on a dit qu'il y avait réconciliation. Quels qu'en soient les motifs ou les motivations, et c'est à apprécier. Le ministre d'il y a 10 ans, ça veut dire le président actuel, le Ouattara, et l'Gbagbo, de Ouattara, il n'y a plus aucun enjeu. Si Gbagbo sort aujourd'hui, il ne va quand même pas déstabiliser la Côte d'Ivoire avant la fin du mandat de... Donc, s'il n'y a que l'apaisement, et je pense que Laurent Gbagbo, qui lui a encore assez d'énergie, peut rebondir à la prochaine élection présidentielle, et il doit donc se concentrer à reformer sa maison qui était disloquée, et les choses pourront être meilleures pour lui dès demain. Bon, surtout éviter la vengeance. En politique, il n'y a jamais de vraie réconciliation, il s'agit essentiellement d'un jeu d'intérêt. Donc si les intérêts vont primer sur autre chose, la paix apparente sera là. Mais deux adversaires politiques ne sont jamais en paix parce que chacun est toujours en train de chercher comment faire pour avoir le meilleur sur l'autre. Donc la paix est relative, elle est importante, il faut seulement qu'elle soit visible et palpable. Et l'actualité à l'international est marquée par la ville de Palma, à Mozambique, qui est désormais une ville fantôme après l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Face à la situation sécuritaire alarmante dans le nord du Mozambique, la réponse régionale s'organise. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a reçu son homologue botswanais, le président Mogwiti Masisi, à Harare. Les deux hommes ont échangé sur la façon dont les pays de la SADC peuvent répondre à ce conflit. Le président Masisi est l'actuel président de la Troïka. Il m'a Cabo Delgado, afin que les membres de la SADC réagissent de manière utile
pour garantir l'intégrité et la souveraineté de l'un des nôtres, pour ne jamais être agressé par un dissident, force rebelle et non étatique. L'ONU, qui a fermement condamné les attaques des djihadistes dans la ville de Palma, est déjà mobilisée pour venir en aide aux réfugiés qui fuient les violences dans cette zone. Mais les ONG humanitaires sur place craignent d'être bientôt submergées par... Les Nations Unies pour les migrations a déjà enregistré environ 8000 personnes au point d'arrivée à Nangad, ainsi qu'à Pemba. Des milliers sont arrivés aujourd'hui à Pemba et dans d'autres régions de Cabo Delgado. Nous avons des informations selon lesquelles des centaines de personnes tentent toujours de quitter Palma en ce moment et des milliers de personnes se déplacent à pied et en bateau. Le gouvernement mozambiquais parle d'une dizaine de morts. Depuis le début des attaques terroristes en 2017, le conflit a fait plus de 600 000 déplacés et 2600 morts. Mesdames et Messieurs, pour sortir de là, le tribunal de première instance de Yaoundé autorise l'exécution de la décision du tribunal arbitral du sport prononcée le 15 janvier 2021. Nouveau rebondissement dans ce que l'on peut désormais appeler affaire Fecafoot contre Fecafoot. On se souvient qu'en date du 15 janvier 2021, en marche du championnat d'Afrique des Nations, le tribunal arbitral du sport a débouté l'assemblée de 2018 de la Fecafoot au détriment de celle de 2009. Une décision qui enlève aux affaires Seydou Bombonjoya par la même occasion. Les yeux sont donc désormais tournés vers la FIFA qui décide de maintenir le désormais ex-président de la Fecafoot au poste d'intérimaire de sa propre fonction. Une décision saugrenue qui exaspère le monde du football et en particulier les membres du comité exécutif de 2009 qui vont décider d'aller à leur tour au tribunal arbitral du sport. Le TAS va même leur donner raison, mais la dernière décision revient à la FIFA à voir tous les courriers du TAS. Courroucé, ce dernier décide d'utiliser les mesures drastiques. Une nouvelle Fecafoot est mise sur pied avec pour président le sénateur Albert Mbida et des têtes de gondole comme Abdourahmane Amadou Baba. Les échanges sont violents par médias interposés, mais l'État du Cameroun, après le discours interpellateur du chef de l'État agressé au jeu le 10 février dernier, va mettre terme à cette bataille. Résultat des courses, le championnat est lancé et ce contentieux semble être oublié, sauf que depuis le 29 mars dernier, les vieux démons ont ressurgi. Le magistrat, président du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif, autorise l'exécution de la sentence du TAS du 15 janvier 2021 qui annule l'ensemble du processus électoral organisé à la Fecafoot en 2018. Ce rebondissement semble donner une lueur d'espoir à Abdourahmane Amadou et compagnie qui a aussitôt posté sur son mur Facebook « Les prochains jours nous édifieront ». Si le camp Abdourahmane n'a toujours pas déposé les armes, la Fecafoot version Bombonjoya est résolument tournée vers d'autres objectifs, notamment l'organisation du championnat local qui est rendu aujourd'hui à sa 4e journée. C'est donc une affaire à suivre. Pendant ce temps, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, les dates sont connues. Elle va se tenir du 9 janvier au 6 février 2021. C'est la teneur de la résolution de cette réunion qui a été prise cette décision a été prise au cours d'une réunion tenue par le comité exécutif de la CAF. La réunion s'est tenue le 30 mars dernier par visioconférence. C'est l'essentiel des sujets traités lors de la réunion du comité exécutif de la CAF, des nucités de la CAF, et un plan détaillé sera présenté en court terme. Au sujet des polémiques sur les tests Covid actuellement exigés lors des compétitions, des réflexions ont été entamées pour mettre en place, en collaboration avec l'OMS, des organes indépendants en charge d'effectuer les tests en vue des matchs, ceci notamment dans la perspective de la CAN Total Cameroun 2021. Et de cette dernière, parlons-en, le 24e qualifié de cette 33e édition sera connu en juin. Le match reporté Sierra Leone-Bénin se disputera en juin lors de la prochaine fenêtre FIFA. En plus de cela, le comité exécutif a unanimement approuvé les dates du 25 juin 2021 pour l'organisation du tirage au sort et celle du 9 janvier au 6 février 2022 du tournoi final de la CAN Total 2021. En marge de cette rencontre, le COMEX a complété son organigramme à travers des nominations et des cooptages de nouveaux membres. On peut noter entre autres
la cooptation au comité exécutif de la CAF d'Abdigani Saïd Ara, président de la Fédération somalienne de football, la confirmation de Fawzi Lexia du Maroc qui a accepté de continuer à occuper la fonction de président de la commission des finances de l'instance, la désignation de Hani Abourida de l'Égypte et Amadou Melvin Pinnick du Nigeria en qualité de membre du comité d'urgence de la CAF et les nominations de Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire, conseiller spécial senior du président, et Daniel Alexandre Jordan de l'Afrique du Sud en qualité de conseiller en charge du sport et du marketing auprès de la présidence. Pour terminer, le secrétaire général a formellement informé le comité exécutif de la mission d'audit entamée par le cabinet PwC au siège de la CAF et dont les résultats sont attendus au début du mois de mai 2021. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. C'est avec un plaisir renouvelé que je vais